Et si je vous disais que sur les terres de la France coloniale, un bébé né dans un berceau d'or fut condamné à vivre dans les ténèbres pour toujours, que les médecins les plus renommés de la cour déclarèrent que ses petits yeux ne verraient jamais la lumière du soleil. Mais une jeune esclave, sans nom et sans voix, osa défier le destin et découvrit une vérité qui était cachée sous le nez de tout le monde. Une vérité si choquante qu'elle changerait non seulement la vie de cet enfant, mais aussi le cœur d'un baron brisé par la tragédie. Voici l'histoire de la façon dont l'amour voit ce que les yeux ne peuvent pas voir. Avant de continuer avec cette histoire incroyable, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez en ce moment et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Et si vous aimez les histoires d'époque pleines d'émotions et de rebondissements, laissez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui fera battre votre cœur plus vite. L'année était 1842, et dans la campagne bordelaise s'élevait l'imposant domaine Sainte-Claire, musica propriété du baron Sébastien de Montaigne. La maison de maître, avec ses murs blanchis à la chaux et ses fenêtres à persiennes bleues, avait déjà été le théâtre de grandes fêtes, de soirées et de célébrations, musica qui réunissait l'élite du café de la région. Mais maintenant, un silence lourd comme du plomb planait sur ces couloirs de pierre de taille. Les rideaux restaient fermés, les esclaves chuchotaient dans les cases sur le malheur qui s'était abattu sur le maître de maison. Et c'était un malheur qui semblait ne pas avoir de fin. Tout commença il y a 6 mois, lorsque la baronne Isabelle de Montaigne, femme d'une rare beauté et bonté, décéda lors de l'accouchement de son premier et unique enfant. Le garçon naquit, mais la mère ne survécut pas aux complications. On disait qu'elle avait tellement saigné que les servantes durent changer les draps 3 fois, musica. On disait que ses derniers soupirs furent pour demander à Dieu de protéger l'enfant, musica. On disait que le baron Sébastien, en voyant le corps sans vie de son épouse bien-aimée, tomba à genoux sur le sol froid de la chambre et hurla de douleur comme un animal blessé. Personne sur le domaine n'avait jamais vu un homme si puissant se briser de cette façon. Le bébé fut baptisé Philippe, le nom qu'Isabelle avait choisi pendant sa grossesse, mais la joie qui aurait dû accompagner la naissance d'un héritier n'arriva jamais. Car quelques jours plus tard, lorsque le médecin de famille, le docteur Henri Dubois, examina le nouveau-né, il apporta une nouvelle encore plus dévastatrice. Le garçon était aveugle, complètement aveugle. Ses yeux ne répondaient pas à la lumière des bougies. Musica ne clignait pas lorsque les doigts s'approchaient, ne suivait aucun mouvement. Le docteur, formé en médecine en Europe et respecté dans toute la région, fut catégorique dans son diagnostic. Cet enfant ne verrait jamais. Sébastien refusa d'accepter. Il fit venir des médecins de Lyon, de Marseille, même un spécialiste français qui était de passage en France. Tous arrivèrent avec leurs mallettes en cuir, musica leurs instruments brillants, leurs théories et leur jargon en latin. Et tous, sans exception, confirmèrent la même chose. Le petit Philippe de Montaigne était né sans la capacité de voir. C'était une condition irréversible. Il n'y avait pas de traitement, pas de remède, pas d'espoir. Le baron prit alors une décision qui choqua tout le monde. Il congédia tout le personnel de maison, renvoya les nourrices, refusa l'aide des servantes expérimentées. Personne ne toucherait à son fils, sauf lui-même. Sébastien s'enferma dans la maison de maître avec le bébé et commença à s'occuper de lui personnellement. Il le nourrissait, le changeait, le baignait, le berçait, tout avec ses propres mains. Les mêmes mains qui auparavant ne faisaient que signer des contrats et tenir des verres de vin de Bordeaux. Maintenant, ses mains tremblaient en tenant ce petit corps fragile qui semblait ne répondre à rien. Philippe était un bébé étrange. Il ne pleurait pas comme les autres enfants. Il n'étendait pas ses petits bras demandant les bras. Il ne souriait pas quand il entendait la voix de son père. Il restait là, musica allongé dans le berceau en acajou sculpté, les petits yeux ouverts fixés au plafond, comme s'il regardait un monde que lui seul pouvait voir, ou peut-être aucun monde. Sébastien lui parlait en français, en italien, musica qu'il avait appris avec la famille de son épouse décédée. Il chantait des berceuses que sa propre mère chantait. Rien. Musica. Le garçon restait inerte, comme une poupée de porcelaine. Les mois s'étiraient, lourds comme des chaînes. Le domaine continuait à produire du café. Les esclaves continuaient à travailler. La musica vie suivait son cours dehors. Mais à l'intérieur de la maison de maître, le temps s'était arrêté. Sébastien maigrissait, sa barbe poussait en désordre.
Ses yeux cernés révélèrent des nuits sans sommeil. Il refusait de quitter la chambre du bébé plus de quelques heures. Il dormait sur une chaise à côté du berceau, se réveillant au moindre bruit. Mais Philippe faisait rarement du bruit. C'était un silence qui rongeait l'âme. L'intendant du domaine, M. Jacques, homme de confiance qui travaillait pour la famille depuis 20 ans, commença à s'inquiéter. Il voyait son maître dépérir, se perdre dans cette obsession. Il fallait faire quelque chose. Musica. C'est alors qu'il suggéra d'engager quelqu'un pour aider aux tâches ménagères. Quelqu'un qui pourrait au moins nettoyer les pièces, préparer les repas, maintenir un certain ordre. Non pas pour s'occuper du garçon, car Sébastien ne le permettrait jamais, mais juste pour que la maison ne tombe pas dans un abandon complet. Sébastien résista pendant des semaines, mais finit par céder. Il avait besoin de quelqu'un de discret, silencieux, qui ne poserait pas de questions et n'interférerait pas. L'intendant se souvint alors d'une jeune esclave qui était arrivée récemment dans un envoi de captifs acheté à un autre domaine qui avait fait faillite. Musica. Son nom était Nathalie. Elle avait 22 ans. Elle était mince, avec une peau sombre comme l'ébène et de grands yeux qui semblèrent garder des secrets. On disait qu'elle avait été séparée de sa famille enfant. On disait qu'elle ne parlait pas beaucoup, mais que ses yeux observaient tout. On disait qu'elle avait des mains délicates et une manière douce, malgré toute la dureté qu'elle avait certainement vécue. Nathalie fut amenée à la maison de maître un matin d'août, alors que la brume couvrait encore les plantations de café comme un manteau blanc. Elle monta les marches de pierre de la véranda, Musica ne portant qu'un sac de toile de jute avec ses affaires. Ses vêtements étaient simples, une robe rapiécée en coton brut et un tissu noué sur la tête. Elle ne leva pas les yeux lorsque l'intendant lui expliqua ses tâches. Elle acquiesça silencieusement et entra dans la maison, qui serait son nouveau lieu de travail, et aussi le lieu où sa vie changerait pour toujours. Nathalie ne rencontra le baron Sébastien de Montaigne qu'en coup d'œil ce premier jour. Il descendit les escaliers de la maison de maître avec le bébé dans les bras, le visage pâle et marqué par la fatigue, les cheveux sombres en désordre. Ses yeux, dont on disait qu'ils avaient été pleins de vie et de détermination, apparaissèrent maintenant comme deux fenêtres sur un abîme sans fond. Il la regarda un bref instant, acquiesça sèchement et remonta à l'étage supérieur où se trouvaient les chambres. Il ne dit pas un mot, il n'en avait pas besoin. Le message était clair à Belle Musica. Elle était là pour travailler en silence, pas pour faire partie de sa vie ou de celle de son fils. Les premiers jours furent étranges. Nathalie nettoyait les pièces du rez-de-chaussée avec soin, époussetant les meubles en palissandre, balayant les parquets à large latte, lavant les fenêtres qui n'avaient pas vu un chiffon humide depuis des mois. La maison était trop grande pour une seule personne, mais elle ne se plaignait pas. Nathalie ne se plaignait jamais. Elle avait appris très tôt que les plaintes de personnes comme elle n'arrivaient à aucune oreille. Alors elle travaillait, observait Musica, et gardait le silence, mais ses oreilles captaient tout. Elle entendait Musica les pas lourds du baron allant et venant à l'étage. Elle entendait le grincement de la chaise à bascule dans la chambre du bébé. Elle entendait parfois un sanglot étouffé au milieu de la nuit, et elle entendait surtout le silence, ce silence Musica effrayant qui venait de la chambre de l'enfant. Nathalie avait 7 frères et sœurs plus jeunes avant d'être vendus. Elle savait à quel point les bébés étaient bruyants. Ils pleuraient quand ils avaient faim, criaient quand ils avaient mal, riaient quand ils étaient heureux. Mais de cette chambre ne venait aucun son. C'était comme s'il n'y avait aucun bébé là. Un après-midi de la 2e semaine, elle montait les escaliers, portant un plateau de nourriture pour le baron, quand elle entendit un son différent. C'était de l'eau qui coulait. Sébastien était en train de donner le bain au garçon. Nathalie s'arrêta en haut de l'escalier, ne sachant pas si elle devait continuer ou revenir. Musica. C'est alors qu'elle entendit la voix du baron, basse et étranglée. Il parlait à son fils. « Allez, Philippe, juste un petit sourire, juste un, pour papa. S'il te plaît, mon fils, montre que tu es là, montre que tu m'entends. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Musica. Nathalie sentit une oppression dans la poitrine. Elle posa le plateau au sol avec précaution et fit quelques pas vers la chambre. La porte était entr'ouverte. Elle ne voulait pas espionner, ne voulait pas manquer de respect. Mais quelque chose de plus fort l'attirait. Elle tendit le cou juste assez pour voir à travers la fente. Le baron était agenouillé à côté d'une bassine en porcelaine blanche, le bébé nu dans ses mains. Il mouillait le petit corps avec de l'eau tiède, passant un linge doux sur ses petits bras, ses petites jambes. Et pendant qu'il faisait cela,
Des larmes coulaient silencieusement sur son visage barbu. Le Musica bébé était immobile, les yeux ouverts, mais vides. Il ne réagissait pas à l'eau, ne réagissait pas au toucher, ne réagissait pas à l'amour désespéré de ce père. Musica. Nathalie sentit ses propres larmes brûler. Elle recula, prit le plateau et frappa doucement à la porte. Le baron s'essuya rapidement le visage du revers de la main. Musica. « Entrez !» dit-il la voix rauque. Nathalie entra, gardant les yeux baissés comme on le lui avait appris. Elle posa le plateau sur la commode et se tourna pour sortir. Mais avant qu'elle ne puisse faire 2 pas, sa voix l'arrêta. « Avez-vous déjà eu des enfants, Nathalie ?» Nathalie s'arrêta, déglutit, se retourna lentement. « Non, monsieur, mais j'ai des frères et sœurs. J'en ai eu. » Elle corrigea d'une voix presque inaudible. Le baron la sentit comme s'il comprenait ce que cette correction signifiait. Il enveloppa Philippe dans une serviette blanche et douce. « Alors, vous savez, les bébés ne sont pas comme ça. » Il désigna son fils d'un geste de désespoir. « Ils pleurent, ils rient, ils les Musica, ils sont vivants, mais le mien ?» Il ne termina pas la phrase, il n'en avait pas besoin. Nathalie sentit quelque chose bouger en elle, un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Puis-je le regarder, monsieur ?» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Le baron leva les yeux, surpris. « Pourquoi ? Que pouvez-vous voir que des médecins formés en Europe n'ont pas vu ?» Ce n'était pas une question cruelle, mais fatiguée. « Je ne sais pas, monsieur, mais parfois des yeux différents voient des choses différentes. » C'était une réponse audacieuse, à Musica dangereuse même. Les esclaves ne devaient pas avoir d'opinion, encore moins les offrir. Mais le baron Sébastien était au-delà de se soucier des protocoles. Il regarda le bébé, puis elle, Musica, et alors, avec un soupir de résignation, il acquiesça. « Vous pouvez. » Nathalie s'approcha lentement, s'agenouilla à côté de la bassine. Le bébé était enveloppé dans la serviette, seul son petit visage apparaissait. Musica. Elle regarda ses petits yeux clairs qui ne clignaient pas, qui ne fixaient rien. Son cœur se serra, mais elle ne se permit pas de ressentir de la pitié. La pitié n'aiderait personne. Elle devait observer. Nathalie fit quelque chose que personne d'autre n'avait fait. Elle prit un petit morceau de la serviette et le tordit, laissant l'eau tomber sur la petite main du bébé. 1, 2, 3 gouttes. Philippe ne réagit pas. Elle mouilla ensuite ses doigts et les passa légèrement sur son petit visage, sur ses joues, sur son front. Rien. Mais quand elle passa ses doigts humides près de ses lèvres, quelque chose se produisit. Ce fut si rapide qu'elle faillit le manquer. Musica. Les lèvres du bébé bougèrent, juste un petit peu, un mouvement réflexe peut-être. Mais c'était un mouvement. Elle regarda le baron qui observait tout avec attention. « Il sent l'eau, monsieur, près de la bouche. » Sébastien fronça les sourcils. « Tous les bébés ont le réflexe de succion, cela ne signifie rien. » Nathalie acquiesça mais ne fut pas convaincue. Elle continua d'observer, prit la Musica serviette et la balança doucement devant le visage de Philippe. Rien. Aucune réaction visuelle. Elle fit ensuite un son doux avec ses lèvres, un petit claquement. Rien. Mais quand elle commença à fredonner, quelque chose de différent se produisit. C'était une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter dans une langue dont elle se souvenait à peine. Des mots qui venaient d'une terre lointaine qu'elle ne connaîtrait jamais. La mélodie était triste et douce à la fois. Et pendant qu'elle chantait, Musica le bébé inclina la tête. Ce fut subtil, mais cela arriva. La petite tête de Philippe bougea en direction du son. Pas beaucoup, pas de manière dramatique, mais elle bougea. Le baron se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. « Il a fait ça. Il a tourné la tête. Il vous a entendu ?» Nathalie arrêta de chanter, effrayée par sa réaction. « Je crois que oui, monsieur. » Sébastien passa ses mains sur son visage, tremblant. Tous les médecins ont dit qu'il entendait, mais je ne l'ai jamais vu réagir. Jamais. Il s'agenouilla à côté d'elle. « Chantez encore, s'il vous plaît. » Nathalie hésita mais obéit. Et de nouveau, lorsque la mélodie emplit la pièce, le bébé bougea la tête. Cette fois, même le baron le vit clairement. Et pour la première fois en 6 mois, Sébastien de Montaigne ressentit quelque chose qu'il avait oublié comment ressentir. L'espoir. Mais l'espoir est une chose dangereuse. Il peut guérir ou il peut détruire. Et ce qu'aucun des deux ne savait encore, c'est que cette découverte n'était que le début d'un voyage
qui mettraient à l'épreuve chaque fibre de leur être, parce que parfois la vérité ne libère pas, parfois la vérité enchaîne, et la vérité sur le petit Philippe était sur le point d'éclater comme une tempête sur le domaine Sainte-Claire. Dans les jours qui suivirent cet après-midi, la dynamique de la maison de maître changea de manière subtile, mais profonde. Le baron Sébastien, qui auparavant adressait à peine la parole à Nathalie, l'appelait maintenant fréquemment dans la chambre du bébé. Il voulait qu'elle chante à nouveau, il voulait qu'elle essaie d'autres choses, il voulait que ses yeux attentifs observent son fils avec le soin que seul quelqu'un qui connaissait la douleur pouvait avoir. Et Nathalie, Musica qui aurait dû se contenter de nettoyer les sols et de laver les fenêtres, se retrouvait maintenant au centre de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle commença à passer plus de temps avec Philippe, toujours sous la supervision du baron, bien sûr. Musica. Il ne la laissait jamais seule avec le garçon, non par méfiance de ses intentions, mais parce qu'il ne pouvait lui-même pas s'éloigner. Sébastien observait chacun de ses gestes, chaque expérience qu'elle proposait. Nathalie apporta un hochet en calebasse qu'elle avait fabriqué pendant son temps libre et le balança près du bébé. Philippe ne tournait pas la tête, mais ses petits doigts se contractaient légèrement. Elle soufflait doucement sur son petit visage. Rien dans les yeux, mais les lèvres se pinçaient. C'était comme si le garçon était enfermé en lui-même, répondant au monde seulement à travers de petites fissures que peu de gens prenèrent la peine de chercher. Les médecins n'avaient regardé que les yeux, n'avaient testé que la vision, mais personne ne s'était arrêté pour observer le bébé dans son ensemble. Personne, sauf Nathalie. Et plus elle observait, plus une suspicion grandissait dans sa poitrine. Une terrible suspicion qu'elle n'osait pas verbaliser. Un après-midi, 3 semaines après sa première interaction avec Philippe, Nathalie lui donnait le bain sous le regard vigilant du baron. Elle avait obtenu cette permission après avoir démontré un soin que même Sébastien dut admettre être supérieur au sien. Ses mains étaient plus délicates, Musica ses mouvements plus sûrs. Elle fredonnait en savonnant le petit corps du bébé. Et Philippe semblait tranquille, pas heureux, car il ne souriait pas encore, mais moins tendu. Musica. C'est alors que cela se produisit. Nathalie rinçait le savon des cheveux fins de Philippe lorsqu'une goutte d'eau coula sur son front et tomba directement dans son œil gauche. Normalement, un bébé clignerait des yeux par réflexe, mais Philippe ne cligna pas. Son œil resta ouvert, immobile, tandis que l'eau coulait. Nathalie fronça les sourcils. Elle prit un linge doux et essuya délicatement son visage, puis fit quelque chose qui allait tout changer. Elle mouilla ses doigts et délibérément laissa une goutte d'eau tomber directement dans l'œil droit du bébé. Encore une fois, aucune réaction. L'œil ne cligna pas, ne se contracta pas, rien. C'était comme si cette partie de lui était déconnectée, mais ses lèvres bougèrent lorsque l'eau coula jusqu'à sa bouche. Ses petites mains s'agitèrent lorsqu'elle toucha ses petits doigts. Il sentait, mais il ne voyait pas. Ou était-ce quelque chose de plus? Le cœur de Nathalie commença à battre plus vite. Elle termina le bain en silence, l'esprit en ébullition. Le baron remarqua son changement d'humeur. Il s'est passé quelque chose? Musica. Nathalie hésita. Elle ne pouvait pas simplement lancer une accusation sans en être sûre. Pas contre des médecins respectés, pas étant qui elle était. Non, monsieur, tout va bien. Mais ce n'était pas le cas. Rien n'allait bien. Cette nuit-là, Nathalie ne put dormir dans sa petite chambre simple à l'arrière de la maison de maître. Elle resta allongée sur la natte de paille, regardant le plafond sombre, repassant tout ce qu'elle avait observé. Les yeux de Philippe, Musica, ne clignaient pas quand ils auraient dû. Ils ne réagissaient pas à la lumière, au mouvement, Musica à rien de visuel, mais ils réagissaient au son, au toucher, aux températures. C'était comme si ses yeux étaient morts. Non pas morts. Elle avait vu Musica des bébés morts. Les yeux de Philippe avaient quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais que son Musica instinct lui criait que c'était faux. Elle pensa à sa grand-mère, une guérisseuse qui était venue d'Afrique et qui connaissait des secrets des plantes et du corps humain que les médecins blancs méprisaient. Sa grand-mère disait souvent que le corps humain était comme une plantation. Si une partie ne poussait pas, ce n'était pas parce que la graine était mauvaise, mais parce que quelque chose l'empêchait de recevoir du soleil, de l'eau ou des nutriments. Philippe ne voyait pas. Mais pourquoi? Était-ce vraiment parce qu'il était né aveugle? Ou était-ce parce que quelque chose empêchait ses yeux de fonctionner? Le lendemain matin, Nathalie demanda la permission au baron de faire un test.
Il était épuisé, les cernes profonds comme des vallées sur son visage pâle, mais il l'écouta. Il était prêt à tout essayer. Nathalie prit une bougie allumée et l'apporta dans la chambre obscurcie où Philippe reposait dans son berceau. Elle ferma tous les rideaux, laissant la pièce dans l'obscurité complète, à l'exception de la petite flamme de la bougie. Sébastien observait, confus. Nathalie s'approcha du berceau et plaça la bougie à une distance sûre du visage du bébé. Elle déplaça la flamme lentement, d'un côté à l'autre. Les yeux de Philippe restèrent fixés au plafond, sans suivre la lumière. Rien de nouveau. Mais alors, Nathalie fit quelque chose de différent. Elle approcha la bougie un peu plus, Musica, et observa non pas les yeux du bébé, mais les pupilles. Les pupilles de Philippe ne se contractèrent pas avec la lumière proche. Elles restèrent de la même taille, dilatées, comme si elles étaient éternellement dans l'obscurité. Mais ce n'est pas cela qui fit le sang de Nathalie se figer. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle remarqua lorsque la lumière de la bougie illumina les yeux de Musica Philippe sous un angle spécifique. Il y avait quelque chose là, une couche, une pellicule, quelque chose qui couvrait les yeux du bébé, comme si c'était un rideau transparent. Elle s'approcha si près qu'elle pouvait sentir la douce respiration de Philippe, et alors elle vit clairement. Il y avait une membrane sur ses yeux, fine, presque invisible, mais elle était là. « Monsieur, » Musica dit-elle, la voix tremblante, « pouvez-vous venir ici et regarder les yeux de votre fils ?» Musica, Sébastien s'approcha, le cœur battant la chamade. Il se pencha sur le berceau et Nathalie positionna la bougie de la bonne manière. Le baron regarda, fronça les sourcils, regarda à nouveau et alors son visage pâlit. « Quoi, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose sur ses yeux ?» Nathalie respira profondément. « Je crois, monsieur, que votre fils n'est pas né aveugle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sébastien la regarda comme si elle avait dit que la terre était carrée. « Comment ça? Tous les médecins. » Tous les médecins ont regardé l'absence de réaction. Nathalie l'interrompit. Quelque chose d'impensable pour quelqu'un dans sa position, mais elle ne pouvait plus se taire. Mais personne n'a regardé les yeux. Non, de près, pas attentivement. Je crois qu'il y a quelque chose qui couvre sa vision, monsieur. Quelque chose qui empêche la lumière d'entrer. Musica Sébastien chancela en arrière, s'asseyant lourdement sur la chaise. Cela n'a pas de sens. S'il y avait quelque chose, les médecins l'auraient vu. Ils sont formés. Ils sont. Il chercha ses mots. Ils sont des hommes de science. Et je ne suis qu'une esclave qui observe. Nathalie Musica dit doucement. Mais j'ai vu. Le baron passa ses mains sur son visage. Si vous avez raison, cela signifie que mon fils peut voir, peut être guéri. Nathalie ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Philippe, qui restait indifférent à toute cette conversation qui allait définir son destin. « Je ne sais pas, monsieur Musica, mais je sais que quelque chose ne va pas, et que peut-être, juste peut-être, les médecins se sont trompés. » Le mot « trompé » plana dans l'air comme une accusation. Des médecins respectés, des hommes de science, des hommes blancs instruits, trompés. Et qui pointait l'erreur? Une jeune esclave sans éducation formelle, sans titre, sans rien d'autre que des yeux attentifs et un cœur qui refusait d'accepter ce qu'on disait être la vérité. Sébastien se leva, une détermination renouvelée brillant dans ses yeux fatigués. Il marcha jusqu'à la porte de la chambre. « Jacques !» cria-t-il à l'intendant. « Jacques, faites venir le docteur Henry immédiatement. Dites que c'est urgent et faites aussi appeler ce médecin de Lyon. Tous ceux qui sont venus ici, je veux qu'ils reviennent tous maintenant. » Nathalie sentit un frisson dans le ventre. Qu'avait-elle déclenché? Et si elle se trompait, si ce n'était qu'une illusion de ses yeux fatigués, serait-elle punie, serait-elle vendue, ou pire? Mais quand elle regarda à nouveau Philippe, Musica, ce petit bébé qui n'avait rien fait de mal, elle sut qu'il n'y avait pas le choix. Elle devait se battre pour lui, même si cela lui coûtait tout. Musica, parce que parfois la vérité doit être dite. Même quand elle est dangereuse, même quand elle vient d'une bouche que le monde ne veut pas entendre. Les jours suivants apporteraient une tempête qui ébranlerait non seulement le domaine Sainte-Claire, mais toute la région. Car la vérité sur Philippe était sur le point d'être révélée, et elle était bien plus choquante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Le docteur Henri Dubois arriva au domaine Sainte-Claire 2 jours plus tard, affichant une impatience mal dissimulée. C'était un homme robuste, avec un bouc grisonnant et des lunettes à monture dorée, qu'il s'obstinait à ajuster toutes les quelques minutes.
Il avait soigné la famille de Montaigne pendant plus de 15 ans et considérait le baron non seulement comme un client, mais comme un ami. C'est pourquoi il fut confus et légèrement offensé lorsque Sébastien le reçut dans le salon avec un air grave et des mots qui coupèrent comme un rasoir. « Docteur, j'ai besoin que vous examiniez mon fils à nouveau et cette fois, je veux que vous regardiez ses yeux. Pas autour, pas les réactions, mais les yeux. » Le médecin fronça les sourcils, ajustant ses lunettes. « Sébastien, nous avons déjà fait cela. Plusieurs médecins ont examiné le garçon. Le diagnostic est clair. L'enfant est né avec une cécité congénitale. C'est une condition irréversible. » « Et il y a quelque chose dans ses yeux, docteur. » Sébastien l'interrompit, la voix ferme. « Une membrane ou quelque chose de similaire. Je l'ai vu, et j'ai besoin que vous confirmiez. » Le silence qui suivit fut lourd. Musica. Le docteur Henri soupira profondément, comme un père traitant un enfant têtu. « Sébastien, je comprends votre douleur. Musica. Je sais qu'il est difficile d'accepter la condition de Philippe, mais créer de faux espoirs ne fera pas. Je ne crée pas de faux espoirs. » La voix du baron résonna dans les murs du salon. « Je vous demande de faire votre travail. Examinez, Musica, mon fils. » Les 3 derniers mots sortirent coupés, chacun chargé d'une autorité qui ne permettait pas le refus. Le médecin se leva, prit sa mallette en cuir et monta les escaliers, Sébastien juste derrière. En entrant dans la chambre du bébé, il trouva Nathalie assise sur une chaise à côté du berceau, cousant un petit vêtement. Elle se leva immédiatement en voyant les 2 hommes, baissa la tête et se dirigea vers la porte. « Restez !» ordonna Sébastien. Musica, Nathalie s'arrêta, surprise. Le médecin parut également surpris. « Sébastien, c'est une esclave. Il n'est pas approprié que... » Musica. « C'est elle qui l'a remarqué, docteur. » Le docteur Henri n'apprécia pas mais ne discuta pas. Il s'approcha du berceau où Philippe était éveillé, regardant le vide comme toujours. Le médecin ouvrit sa mallette et en retira un petit instrument de métal et de verre, une sorte de loupe. Il se pencha sur le bébé et commença son examen. Il testa d'abord les réflexes de base, puis approcha une bougie des yeux de Philippe, observant les pupilles, et enfin fit ce que Nathalie avait fait. Il regarda les yeux eux-mêmes, pas seulement les réactions. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Le médecin resta immobile, la loupe collée à son œil, examinant d'abord un œil du bébé, puis l'autre. Sa respiration semblait s'être arrêtée. Sébastien serrait les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Nathalie osait à peine respirer. Musica. Et puis, lentement et lourdement, le docteur Henri recula. Il nettoya la loupe avec un chiffon, la rangea dans sa mallette et se tourna vers le baron. Son visage était pâle comme de la cire. « Il y a une membrane. » Sa voix sortit rauque, presque inaudible. Une membrane sur les 2 cornets. Elle est si fine qu'elle passe inaperçue à moins de regarder directement avec la bonne lumière et la bonne lentille. Sébastien sentit ses jambes fléchir. Alors il n'est pas né aveugle ?» Le médecin passa la main sur son visage tremblant. « Pas dans les termes que nous avons diagnostiqués. La membrane bloque le passage de la lumière. Techniquement, il peut avoir la capacité de voir, mais la membrane doit être retirée. » « Et elle peut être retirée ?» La question de Sébastien sortit dans un murmure désespéré. Le médecin hésita. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un cas comme celui-ci. Il faudrait un chirurgien extrêmement habile, quelqu'un ayant de l'expérience en chirurgie oculaire. Et même ainsi, le risque est très élevé. Le bébé est très petit. Toute erreur pourrait le laisser aveugle de façon permanente, ou pire. » Sébastien fit un pas en avant. « Mais il y a une chance qu'il voit. Oui, il y a une chance. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le lac silencieux qu'était cette chambre. Sébastien regarda Philippe, Musica, puis Nathalie. Elle avait les yeux embués, les mains entrelacées sur sa poitrine. Et c'est alors que la colère commença à monter dans la gorge du baron, une colère froide, coupante comme de la glace. Comment? Sa voix était dangereusement basse. Comment tous les médecins qui ont examiné mon fils n'ont-ils pas vu cela? Comment vous, qui vous dites mon ami et médecin de confiance, n'avez-vous pas vu? Le docteur Henri recula d'un pas, le visage rouge. Sébastien, nous avons suivi les protocoles, testé les réflexes, la réaction à la lumière, les mouvements oculaires. La membrane est extrêmement rare, presque indétectable, sans instrument spécifique. Musica. Et une esclave l'a vue. Sébastien explosa.
Une femme sans éducation formelle, sans instrument, sans rien d'autre que des yeux attentifs, a vu ce que tous vos titres et diplômes n'ont pas pu voir. Vous m'avez dit que mon fils vivrait dans les ténèbres éternelles. Vous m'avez dit d'accepter, de faire la paix avec le destin. Et pendant tout ce temps, il y avait une chance. Les mots résonnèrent dans la maison de maître. En bas, les domestiques arrêtèrent leurs activités, écoutant la voix furieuse du maître. Musica. Le docteur Henri était visiblement ébranlé mais tenta de se défendre. Ce fut une erreur, Sébastien. Une erreur médicale. Cela arrive, n'est-ce pas? Mon fils a passé 6 mois sans voir à cause de votre erreur. Sébastien pointa du doigt le médecin. 6 mois de développement perdu. 6 mois pendant lesquels il aurait pu apprendre sur le monde, sur la lumière, sur les couleurs, sur les visages, et tout cela parce que vous avez regardé mais vous n'avez pas vu. Nathalie fit un pas en avant, la voix douce, mais ferme. Monsieur, la culpabilité n'aidera pas le petit Philippe maintenant. Nous devons penser à la chirurgie, nous devons trouver quelqu'un qui puisse le faire. Sébastien respira profondément, essayant de contrôler la colère qui menaçait de le consumer. Elle avait raison. Il n'y avait pas de temps pour les accusations maintenant. Philippe avait besoin d'aide. Musica. Docteur, dit le baron, la voix toujours tendue, qui est le meilleur chirurgien que vous connaissiez? Le médecin réfléchit un long moment. Il y a un homme à Marseille, le docteur Antoine Lefebvre. Il a étudié en Europe. C'est spécialisé dans les chirurgies délicates. Si quelqu'un peut le faire, c'est lui. Mais il coûte cher. Je me moque du coût. Sébastien le coupa. Envoyez un message maintenant. Offrez ce qu'il faudra. Dites que c'est urgent. Le docteur Henri acquiesça vaincu. Musica. J'enverrai un messager aujourd'hui même. Le docteur Antoine devrait recevoir la correspondance dans 1 semaine. Musica, s'il accepte, il pourrait être ici dans 15 jours. 15 jours, répéta Sébastien comme s'il calculait chaque heure. 15 jours avant de savoir si mon fils peut voir. Il se tourna vers Nathalie. Et vous, dit-il, la voix s'adoucissant pour la première fois. Vous avez sauvé mon fils. Comment puis-je vous remercier? Musica. Nathalie secoua la tête. Je n'ai rien fait d'autre que regarder, monsieur. Mais il y a quelque chose que j'aimerais demander. N'importe quoi. Laissez-moi continuer à m'occuper de lui jusqu'à la chirurgie et après la chirurgie. Laissez-moi rester avec lui. Sébastien la regarda longuement. Il voyait maintenant non seulement une esclave, mais la femme qui avait fait ce que personne d'autre n'avait réussi. La femme qui s'était suffisamment souciée pour questionner, pour observer, pour voir. Vous vous occuperez de lui aussi longtemps que vous le voudrez. Vous avez ma parole. Et à ce moment-là, quelque chose changea au domaine Sainte-Claire. Les barrières entre maître et esclave commencèrent à se fissurer, parce que l'amour ne connaît pas de position sociale. Musica. Et ce qui fleurissait dans cette maison, encore sans nom et sans forme, était quelque chose qui défierait toutes les règles de cette société cruelle et divisée. Musica. Les 15 jours passèrent comme 15 ans. Chaque aube était une agonie d'espoir. Chaque crépuscule apportait la peur que le chirurgien ne vienne pas. Mais il vint. Le docteur Antoine Lefebvre arriva un après-midi pluvieux de septembre. Un homme mince et grand, avec des lunettes fines et des mains délicates comme celles d'un pianiste. Il examina Philippe pendant des heures, confirma le diagnostic et déclara que la chirurgie était possible, mais risquée. Musica. Le matin choisi pour l'opération, la maison de maître était dans un silence complet. Sébastien ne put rester dans la chambre. La vue de ces minuscules lames près des yeux de son fils était trop difficile à supporter. Ce fut Nathalie qui resta aux côtés du chirurgien, tenant la petite main de Philippe, Musica fredonnant doucement pendant que le docteur travaillait avec une précision millimétrique. La chirurgie dura 3 heures. Musica, 3 heures d'enfer pour Sébastien, qui arpentait la bibliothèque de long en large, priant tous les saints qu'il connaissait. Quand finalement le docteur Antoine sortit de la chambre, il était épuisé, mais souriant. La chirurgie a été un succès. Les membranes ont été retirées. Maintenant, nous devons attendre que les yeux cicatrisent. Je garderai les pansements pendant 1 semaine. Après cela, nous saurons si Philippe pourra voir. 1 semaine, plus 7 jours d'attente, 7 jours de pansements blancs couvrant les petits yeux du bébé, 7 jours de prière, d'espoir et de peur. Et quand finalement arriva le jour de retirer les pansements, tout le domaine semblait, Musica, retenir son souffle.
Le docteur Antoine retira les bandages lentement, couche par couche, jusqu'à révéler les yeux de Philippe. Le bébé cligna, Musica une fois, 2 fois, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Et alors, pour la première fois de sa vie, Philippe vit. Il vit la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Il vit le visage de son père penché sur lui avec des larmes coulant sur sa barbe. Il vit Nathalie, la femme qui lui avait donné la chance de voir le monde. Et Philippe sourit. Ce fut un sourire petit, hésitant mais réel. Et dans ce sourire, toute la douleur, toute l'attente, toute la lutte en valèrent la peine. Les mois qui suivirent la chirurgie de Philippe furent comme assister à un miracle se dérouler jour après jour. Le garçon qui auparavant restait inerte, les yeux vides fixant le néant, était maintenant toujours en mouvement. Il suivait du regard la lumière des bougies, dansant sur les murs. Il tendait ses petites mains, essayant d'atteindre les jouets colorés qu'il ignorait complètement auparavant. Et quand il voyait Nathalie entrer dans la chambre, son petit visage s'illuminait d'un sourire qui faisait fondre même le cœur le plus dur. Il apprenait vite, comme s'il rattrapait tout le temps perdu. Il commença à ramper, à balbutier des sons qui se transformèrent lentement en mots. Et le premier mot qu'il prononça, à la surprise et à l'émotion de tous, fut « Maman ». En regardant directement Nathalie, ce mot tomba sur la maison de maître comme un éclair par temps clair. Sébastien était présent quand cela arriva. Il était assis dans son fauteuil en cuir, observant Nathalie donner le bain à Philippe, fredonnant cette même chanson qui avait fait réagir le bébé Musica pour la première fois des mois auparavant. « Maman », dit Philippe à nouveau, cette fois avec plus de clarté. Sébastien sentit quelque chose se briser et se reconstruire en lui en même temps. Nathalie resta paralysée, les yeux écarquillés, les mains tenant toujours le savon. Elle regarda le baron, attendant une réprimande, attendant qu'il corrige le garçon, qu'il explique qu'elle n'était pas la mère. Mais Sébastien ne fit rien de tout cela. Il se leva simplement, marcha vers eux et dit d'une voix étranglée « Il sait qui vous êtes. Il sait ce que vous représentez pour lui. Et en cela, mon fils est plus sage que beaucoup d'hommes adultes. » Nathalie sentit les larmes brûler, mais assura « Musica, je ne suis qu'une esclave, monsieur. » Sébastien l'interrompit. « Vous êtes sa mère. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'une signification qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Mais la vérité est que quelque chose avait changé entre Sébastien et Nathalie. Cela avait changé lentement, comme l'aube qui éclaircit le ciel, sans que l'on perçoive le moment exact où la nuit se transforme en jour. Musica. Il avait commencé à la voir non pas comme une propriété, non pas comme une servante, mais comme une femme d'un courage extraordinaire, aux yeux qui voyaient au-delà des apparences, au cœur qui aimait sans rien demander en retour. Et elle, à son tour, avait commencé à voir en lui non seulement le maître du domaine, mais un homme brisé qui, Musica, avait appris à se relever, un père dévoué qui plaçait son fils au-dessus de son propre orgueil. Les conversations entre eux devinrent plus longues, plus intimes. Après que Philippe s'endormait, Musica Sébastien demandait souvent à Nathalie de rester, et il parlait de tout et de rien. Sa Musica. Il racontait son épouse décédée, Isabelle, comment il l'avait rencontrée lors d'un bal à Lyon, les rêves qu'ils avaient eus ensemble et qui avaient été brutalement interrompus. Nathalie parlait peu d'elle-même, car son histoire était faite de douleurs et de pertes qu'elle préférait ne pas revisiter. Mais peu à peu, elle ouvrit de petites fenêtres sur son passé. Elle parla de sa mère, vendue quand elle n'avait que 10 ans, de ses frères et sœurs, dispersés comme des feuilles au vent, de sa grand-mère guérisseuse qui lui avait appris à observer le monde avec attention. Une nuit, alors que la pleine lune éclairait la chambre de Philippe à travers les rideaux ouverts, Sébastien posa une question qui allait tout changer. « Nathalie, avez-vous déjà pensé à être libre ?» Elle le regarda sans comprendre. « Libre, monsieur, vraiment libre. » Il s'approcha. La voix douce mais déterminée. « Je veux vous donner votre lettre d'affranchissement. Je veux que vous soyez une femme libre. » Le silence qui suivit fut absolu. Nathalie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Mais pourquoi, monsieur? Pourquoi feriez-vous cela? » « Parce que vous avez sauvé mon fils. Parce que vous m'avez sauvé et parce que... » Il hésita, cherchant le courage pour les mots suivants. « Parce que je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. » Nathalie recula d'un pas, tremblante. « Monsieur, Musica, vous ne pouvez pas dire ces choses. Ce n'est pas approprié. » Musica.
Je me moque de ce qui est approprié. Sébastien explosa, mais sa voix n'était pas de colère, elle était de désespoir. Je me soucie de ce qui est vrai. Et la vérité est que je suis tombé amoureux de vous, Nathalie, de votre bonté, de votre force, de la façon dont vous aimez mon fils, comme s'il était le vôtre. Les mots tombèrent entre eux comme des pétales de rose sur des épines. Beau, mais impossible. Nathalie secoua la tête, les larmes s'échappant enfin. Vous êtes un baron, je suis une esclave. Le monde n'accepterait jamais. Ils diront que j'ai épousé une esclave affranchie qui a sauvé la vie de mon fils, que j'ai choisi la femme qui a vu ce qu'aucun médecin n'a vu, que j'ai donné à mon fils une mère qui l'aime vraiment. Sébastien prit ses mains, les serrant fermement. Laissez-les parler. Je ne me soucie plus du monde extérieur. Je ne me soucie que de vous, de Philippe, de la famille que nous pouvons être. Mais Nathalie savait que ce n'était pas si simple. Elle connaissait la cruauté du monde, les lois non écrites qui régissaient cette société, un baron puissant épousant une ex-esclave. Le scandale serait dévastateur. Les autres familles puissantes les éviteraient. Les affaires de Sébastien pourraient en souffrir. Philippe grandirait en entendant des chuchotements malveillants sur sa belle-mère. « Je ne peux pas être la raison de votre ruine, monsieur, » murmura-t-elle. « Vous et Philippe méritez plus que cela. Vous êtes la raison de mon salut, » répondit Sébastien. « Et si le prix du bonheur est le jugement des autres, alors qu'il juge. » Il s'agenouilla devant elle. Quelque chose d'inimaginable pour un homme de sa position. Musica. « Épousez-moi, Nathalie. Non pas comme ma maîtresse cachée, non pas par commodité, mais comme mon épouse Musica devant Dieu et tous les hommes. Soyez la mère de Philippe officiellement, soyez ma compagne dans cette vie. » Nathalie le regarda. Cet homme fier maintenant à genoux devant elle, et sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les chaînes invisibles qui l'avaient retenue, toutes les années de silence forcé, toutes les fois où elle avait dû ravaler ses sentiments et ses désirs. Elle avait passé toute sa vie à être invisible, à être Musica personne. Et maintenant cet homme l'avait vraiment vue. « Oui », murmura-t-elle, la voix si basse qu'elle était presque imperceptible. « Oui, je vous épouse. » Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple dans la chapelle du domaine. Seul le prêtre, l'intendant Jacques et quelques-uns des plus anciens esclaves étaient présents. Nathalie portait une simple robe blanche que Sébastien avait fait faire spécialement pour elle. Philippe était dans les bras de son père. Musica, ses petits yeux curieux observant tout autour. Quand le prêtre les déclara mari et femme, le scandale promis ne tarda pas à arriver. Des lettres furieuses d'autres familles nobles, des visites qui cessèrent brusquement, des invitations qui n'arrivèrent plus jamais. Mais Sébastien ne s'en soucia pas. Il avait toute Musica, ce dont il avait besoin entre les murs de son domaine. Les années passèrent, et Philippe grandit fort et en bonne santé. Ses yeux, qui avaient failli être condamnés à l'obscurité éternelle, brillaient maintenant de vie et de curiosité. Il courait dans les plantations de café. Musica apprenait à lire avec sa mère Nathalie et écoutait les histoires de son père sur le jour où il avait failli perdre espoir. Nathalie donna à Sébastien 3 autres enfants, et la maison de maître résonna à nouveau de rires et de vie. La société finit par s'habituer à l'union scandaleuse du baron de Montaigne. Certains ne l'acceptèrent jamais, c'est vrai, mais d'autres, voyant le bonheur authentique de cette famille, commencèrent à remettre en question les propres chaînes qu'ils choisissaient de porter. Et par une nuit étoilée d'été, de nombreuses années plus tard, alors que Philippe était déjà un jeune homme sur le point de partir étudier dans la capitale, il demanda à sa mère comment elle avait été si courageuse pour défier le monde entier. Nathalie sourit, Musique caressant le visage de son fils qu'elle avait sauvé et qui à son tour l'avait aussi sauvé. J'ai simplement regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé, Musique, et j'ai vu ce que personne d'autre n'avait pris la peine de voir. Parfois, le plus grand courage n'est pas d'affronter le monde, c'est simplement de voir la vérité et de ne pas avoir peur de la révéler. Et ainsi, à la ferme Sainte-Claire, où un bébé fut presque condamné aux ténèbres, et où une esclave osa voir au-delà de l'impossible, l'amour vainquit toutes les barrières. Car au final, peu importe la couleur de peau, la position sociale ou ce que le monde dit. Ce qui importe, c'est d'avoir des yeux qui voient, un cœur qui aime et le courage de se battre pour ce qui est juste. Musique. Ce fut l'histoire du bébé du baron qui naquit aveugle jusqu'à ce qu'une esclave découvre la vérité. Et dans cette vérité, ils trouvèrent non seulement la guérison pour les yeux,
mais aussi la guérison pour deux âmes perdues qui se rencontrèrent dans l'obscurité et marchèrent ensemble vers la lumière. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aime beaucoup connaître votre avis, et une vidéo apparaît ici sur votre écran. Musique. Cliquez dessus et je vous retrouve de l'autre côté.